Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que ça serait pas finalement le moment d'acheter du BTC? Vous savez que moi j'ai déjà payé les 36, une petite partie de mon capital en DCA, donc pour moi la question ne se pose pas, mais il y a certaines personnes qui pourraient se poser la question en se disant bon, peut-être qu'on a une recovery là finalement et que on est sur la correction de cette recovery, donc peut-être que c'est le bon moment pour rentrer. Et vous voyez qu'en ce moment, je vous mets là ici le prix. Le prix est en train de corriger fortement, d'ailleurs à l'instant T vraiment fortement aussi. Vous voyez que je vous avais parlé moi potentiellement d'un retour ici sur le bas de range, donc quelque chose comme ceci. Tout ça va pas se faire en ligne droite, hein, bien évidemment. Vous voyez que là, ici, on a eu une première clôture un peu en dessous et qu'on peut y aller comme ceci. Moi, personnellement, je suis dans un short en ce moment, short que j'ai ouvert, je pense, par ici. Hier, j'ai fait une erreur, je vous ai dit que je l'avais ouvert quasiment au contact là, mais en fait, je l'ai ouvert un petit peu avant. J'ai regardé aujourd'hui, il n'est pas tant en profit que ça. Donc, du coup, j'attends un petit peu que tout ça, potentiellement, aille dans le sens que j'ai, pour le moment, moi, senti. J'ai l'impression qu'on a quand même besoin de nettoyer encore un petit peu d'acheteurs là ici qui sont dans la place. On voit que c'est ce qu'il est en train de se mettre en place là ici à l'instant T. Donc pour le moment, moi je sortirai de ce range soit ici, soit pour l'instant mon ordre automatique est plutôt sur un retest ici, donc au 34 296 exactement. C'est-à-dire qu'on casserait le range à la baisse, mais faussement, hein, en fait, c'est-à-dire que ce serait un fake out, de manière à retester ici ce bottom avec un point légèrement plus haut. Donc on pourrait même de manière très forte aller retester les 33 208 ici et rebondir éventuellement sur cette droite. Pas mal de possibilités à l'instant T. Donc du coup, ça vous donne aussi des potentiels points d'achat si vous voulez rentrer là sur ce point-là. Ça m'amène aussi éventuellement, et je vais vous montrer après, des données on-chain qui montrent qu'on est plutôt sur le juste prix au niveau du BTC, au niveau de la valeur qu'on pourrait donner au BTC en fonction, on va dire, du volume de transactions et de la manière dont est utilisé le réseau. On serait plutôt ici sur des points intéressants. Là, c'est intéressant de voir qu'on a un petit sell-off qui se met en place ce matin, avant l'ouverture de Wall Street. Donc, très intéressant de voir que au moment où les gros acteurs ne sont pas ici en place, on vient plutôt nettoyer le prix vers le bas. Où ça va s'arrêter, ça dépendra de la session boursière, je pense, d'aujourd'hui. Si jamais on a une bonne session boursière, on a des chances que ça reparte ici en bas de range. Si jamais la session boursière d'aujourd'hui est plutôt mauvaise, on a plutôt des chances d'aller un petit peu plus bas, éventuellement aller retester ici ce bottom, voire faire une mèche un petit peu en dessous. C'est ce que je vais vous montrer sur le on-chain. Ça sera une charte que j'ai déjà montrée dans la vidéo d'hier, mais du coup, on va l'actualiser à la question du jour, qui est est-ce qu'on doit acheter du BTC là tout de suite maintenant. Cette charte, donc, elle est établie par Willy Woo. C'est un indicateur relativement fiable qui permet en fait de savoir si le BTC est dans une fair value. Fair value, ça veut dire le juste prix en fait. Est-ce que le prix est juste à l'instant T ou pas? Vous voyez qu'ici, dans des périodes de bear market, on est en dessous des droites rouges et vertes, qui sont un petit peu des moyennes, qui sont des droites de signal, on va dire des moyennes du NVT. Comment vous expliquer ça? En fait, quand on est en bear market, souvent on vient faire des mèches dessous. Vous voyez ici mèche sur la correction là avant le gros bull run de 2017. Ici mèche sur la correction juste avant le petit rebond technique qu'on avait eu aussi. Ici on passe tout le bear market au-dessus. Ça veut dire qu'il y a très peu de transactions sur le volume, très peu de gens qui sont intéressés en fait finalement par BTC. Là on repart et on continue à longer un petit peu ces trends. Ici c'est le confinement Covid, donc du coup on passe en dessous. Voilà, tout ça pour vous expliquer que là, on est entre ces deux droites, donc on est sur vraiment un juste prix, tout à fait juste, voilà, à l'instant T. On a légèrement rebondi sur la droite verte, vous voyez, au bout. Mais si jamais, enfin, on pourrait avoir ici une mèche en dessous, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir une mèche au 24 avant de repartir, sachant que, et là, peut-être que si je réduis la caméra, ça sera mieux. Voilà, comme ceci. Là, vous voyez que souvent, quand on touche ces points bas, là, ici, sur la droite orange, qui est plutôt une droite en fonction des entités, donc on va dire qu'elle est, c'est plutôt un indicateur, c'est comme si c'était un petit peu un indicateur borné. Quand on touche ici ce type de point, ça veut dire que souvent, on est à l'approche d'un rebond technique, voilà.
rebond technique ou retour d'un bull run, hein. Là, pour l'instant, vous savez que moi, je donne pas de réponse à ça parce que pour l'instant, je n'en sais rien. On aura un nouveau bull run uniquement si les institutionnels reviennent sur BTC. C'est pas le cas pour le moment, donc voilà, c'est pas la peine de dire que ça va être le cas puisque on n'en sait rien pour le moment. Par contre, les baleines reviennent, ça on le sait. Je vous l'ai montré dans toutes mes vidéos d'analyse on-chain, où on voit une forte accumulation des gros portefeuilles. Donc ça, on sait que les baleines reviennent, mais ce sont déjà des baleines du BTC. Ce ne sont pas des bitcoins qui sont au travers des ETF, au travers des banques, etc., au travers de tout cet argent frais qui n'est pas là pour le moment. Ce sont des gens qui ont déjà de l'argent dans BTC, qui ont déjà soit des convictions sur le fondamental de BTC, donc qui en accumulent énormément, soit des gens qui connaissent les comportements à avoir, qui sont de hodl quand ça baisse, et de faire du DCA sur les descentes, et de faire du DCA inversé, c'est-à-dire de vendre sur les montées. Donc tout simplement, les instruits sont là, ceux qui savent, les érudits du BTC sont là, et ils accumulent et ils achètent, mais on a besoin aussi de cet argent frais de ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus ou moins les bitcoins spéculatifs, les STH, ceux qui rentrent pour très peu de temps et qui ressortent, et ceux qui parfois aussi, ne connaissant pas réellement bien les mécanismes, vendent à perte ou alors vendent trop rapidement, mais ça c'est pas en fait vraiment la question de fond, voilà. En tout cas, on a besoin du retour des milliards des investisseurs, ceux qu'on avait eu, qui avaient investi sur Grayscale au moment du début du bull run, ceux qui ont fait monter la market cap à 2000 milliards de dollars. On a besoin que ces gens-là reviennent pour pouvoir repartir au nord. Et on va aller regarder le premium de Grayscale. Vous savez que Grayscale, vous pouvez en ce moment acheter du Bitcoin chez Grayscale, du Bitcoin papier, à moins 25%, c'est-à-dire moins 25% du prix. Si jamais Grayscale est transformé en ETF, donc ça peut être une très bonne opération, c'est-à-dire que du coup, vous allez gagner 25% de plus. Vous prenez un pari qui est plus risqué, puisque Grayscale a énormément de Bitcoin, donc ils sont obligés de les brader aujourd'hui. C'est un petit peu, à l'heure actuelle, le leader price, on va dire, du Bitcoin. Vous prenez un petit peu plus de risque avec ça, puisque vous tablez sur un retour fort de la demande sur BTC et sur Grayscale notamment, et non pas sur les ETF déjà existants. Mais si Grayscale était transformé en ETF, en ETF spot par exemple, à ce moment-là, vous aurez un très très joli bonus de 25% en plus. Il y a un moment où le premium était à 30%. Donc soit vous allez chez Leader Price, c'est comme faire une commande sur Wish, voilà, si vous préférez. Peut-être ça arrivera, peut-être ça arrivera pas, mais c'est moins cher. Désolé pour l'image qui n'était pas forcément géniale, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc là, on corrige à 36, c'est un petit peu ce à quoi on s'attendait. On s'attend même, nous, personnellement, à un 35,5 pour un retour sur ces mèches-là. Pour rien de bien flippant sur l'instant. Si jamais la journée en bourse est mauvaise, potentiellement un retest de la droite rose que vous voyez ici. Pour faire le point sur des time frames un petit peu plus larges, vous voyez qu'on est toujours dans ce biseau en élargissement descendant. On est plutôt sur la partie haute du biseau, une ligne d'axe en vert ici qu'on travaille, qu'on a pas mal travaillé, qu'on est pas mal venu retester. Et qui, du coup, nous a créé comme une sorte de deuxième biseau dans le biseau. Et puis là, on est en train de revenir éventuellement travailler la zone basse de ce range. Vous avez vu sur l'indicateur de Willy Woo, là, le NVT, qu'on est dans une valeur ici où le BTC a sa juste valeur. C'est-à-dire que par rapport au réseau, etc., on est sur une valeur où le prix est juste. Juste fair, au sens de fair, c'est-à-dire loyal, voilà, un bon prix, quoi, voilà. À partir de là, qu'est-ce que voudraient éventuellement les institutionnels ici? Eh ben, c'est sûr que si on retourne dans cette box verte là, qui est leur zone d'investissement privilégiée, eh ben là, on va avoir un fort retour de la demande, on va dire des gros institutionnels un petit peu plus à long terme. Néanmoins, peut-être qu'on n'ira pas si jamais on arrive à tenir cette droite qui est la droite, on va dire, de la running flat, c'est-à-dire qu'on a fait une correction qui correspond à 100%. De celle-là, voilà, ça c'est une running flat, c'est-à-dire que c'est un canal parallèle en fait entre ici le plus haut, les deux plus hauts correspondent aux deux plus bas. Pour l'instant, c'est le scénario que le marché veut tenir puisqu'on a rebondi au dollar près ici sur cette droite.
Euh, vous voyez que bien sûr ça correspond aussi à la correction avant, donc on a fait un mouvement, on va dire vraiment de 1 égale 1, quoi, voilà. On pourrait faire un mouvement de 1 égale 1,618, c'est-à-dire aller éventuellement chercher cette box verte, ce qui donnerait aussi en même temps raison à cette figure chartiste qui est une épaule, tête, épaule. Vous voyez ici épaule gauche, tête et épaule droite. La ligne de coup de cette épaule ici en jaune a cassé. Et donc du coup, ça nous donne une target qui est comprise entre ce chiffre-là et celui-là, donc à peu près dans la même box verte que celle dont je vous parlais tout à l'heure. Target qui, qui a 70% ici de chances d'être atteinte. Donc on peut ici donner le nombre de chances d'un rebond sur ce point-là à 30%, encore qu'on a d'autres data qui, moi, me permettent de dire que peut-être que ça va tenir. Sinon, on sait qu'on va venir faire un tour entre ces deux objectifs-là, voire en dessous. Hein, c'est bien sûr, évidemment. Alors là, se retrouver à 12 000, moi, j'y crois pas trop. Vous savez que moi, j'ai fait une vidéo où j'ai donné, en fonction de beaucoup de données on-chain, etc., un bottom potentiel à 24 000 pour le moment. Donc pour moi, à 24 000, on est quand même sur des prix où là, vraiment, Bitcoin devrait comment dire, rebondir parce que on va avoir beaucoup de gens qui vont vraiment revenir avec de l'intérêt à ces prix-là. Euh, voilà pour tout ce qui est, voilà, on va dire, est-ce qu'il faut investir ou pas maintenant sur BTC et à quel niveau? Personnellement, moi, on va dire que j'ai remis un billet à peu près à tous ces paliers. De manière à lisser mon prix éventuellement vers le bas et ensuite de toute façon sur une nouvelle vague vers le haut je sais que je pourrais éventuellement comment dire faire du profit puisque mon prix là ici est lissé de plus en plus. On s'attend quand même éventuellement, et on pourrait le faire d'ailleurs, hein, éventuellement à un rebond au 53 et ensuite revenir chercher éventuellement cette box. Ça, c'est tout à fait une possibilité aussi. C'est-à-dire qu'on validerait faussement une running flat, on repartirait ici, potentiellement même dans cette box, c'est-à-dire au-dessus des 53. De toute façon, là, comment dire, comment expliquer ça? Je regardais hier une vidéo de Vincent Gann que j'aime beaucoup, moi je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très bien, sur Cryptost. D'ailleurs, si vous voulez suivre Vincent Gann sur Cryptost, je pense qu'il fait des analyses tous les mardis, je crois, ou tous les mercredis, je sais pas. Il en fait une par semaine et à chaque fois c'est relativement intéressant. Et il disait, bah, de toute façon, si jamais la demande instit ne revient pas, ça sera que un rebond technique, ça c'est sûr. Et ça, c'est ce que moi je vous dis aussi depuis des semaines et je suis totalement d'accord avec lui là-dessus. Et puis deux, là on a quand même un souci parce que comment dire, les marchés rebondissent, les Nasdaq, etc. rebondissent, et pourtant Bitcoin n'arrive pas à rebondir. Et ça, c'est pas tout à fait normal, c'est pas quelque chose de très engageant. Quand vous voyez qu'en fait Bitcoin accuse les baisses pendant que les marchés baissent ici, mais au moment où les marchés récupèrent et remontent, Bitcoin ne remonte pas. On n'a pas là, on n'a pas cassé ici cette droite de tendance. Il faut casser cette droite de tendance. Et là, on le fait pas. Donc dès que Bitcoin aura déjà au moins fait ça et créé une structure derrière, une vraie structure en W, là on pourra commencer à dire ah, on commence à avoir quelque chose d'intéressant qui se met en place. On pourra dire que c'est un rebond technique ou alors on pourra dire que c'est un retour de bull run. Ça dépendra des données à ce moment-là qu'on aura devant nous. Par contre, effectivement, Bitcoin est en ce moment pas très engageant pour les institutionnels et pas très sexy. Encore que vous savez que les institutionnels aiment bien investir quand ça baisse, donc de toute façon, il y a un moment donné où il va le devenir. Mais là, au niveau demande à la fois des retail, de tout le monde, etc., on est plutôt sur, comment dire, quelque chose qui où voilà, les gens n'osent pas rentrer ici à cet endroit-là. Ben, moi, pour moi, c'est très simple. Ici, j'ai payé les 36, je pense, sur le rebond là, ici, ce premier rebond. Je les ai payés une première fois ici. À partir de là, je pense que je paierai. Alors, je vais pas payer, je pense, les 32. J'avais d'abord dans l'idée de repayer une fois les 32 ici. Je pense que je vais attendre parce que mon portefeuille est quand même bien exposé là en termes de. Je pense que je suis à 80-20. Donc ça commence quand même un petit peu à être beaucoup. Mais parce que moi, mon scénario, c'est plutôt qu'on va valider ici cette running flat par rapport à ce que je peux sentir. Voilà. Après, il est possible qu'on aille en dessous et du coup, il me restera éventuellement 20% pour reprendre un petit peu dans cette box, toujours en DCA. Peut-être un point au 28.
Et un dernier point au 24, et puis après je ferai commit. Si ça descend plus bas, bah, j'attendrai. Ça sera juste une question de temps. Voilà. Donc on a fait ici tout ce qui est un petit peu de répondre à la question du jour. On est à 14 minutes, donc on va juste aller faire le carnet d'ordre et l'order flow. Désolé du coup pour le petit blanc, on va faire le fourni en attendant. Fourni, vous voyez qu'ici on est majoritairement sur du short, en tout cas il y a un gros point de short qui s'est ouvert ici. Donc il y aura quelqu'un à venir chercher plus tard, à peu près dans ces niveaux-là, plus 1 ou 2%. Sauf si la personne a pris profit déjà entre-temps. Mais là, il y a une grosse position qui s'est ouverte. Quelqu'un qui a changé le funding à lui tout seul, on va dire, pour schématiser, hein, pour faire simple. Pour l'instant, il est tout à fait gagnant, puisqu'on a eu une jolie chute d'ici là. Ici, vous voyez que le funding remonte, d'accord. Nombre de contrats néanmoins qui baisse, donc on n'est pas sur des ouvertures de longues foufou. Effectivement, les contrats baissent, puisque les longues se font clôturer, mais vous voyez que ça n'arrive pas à contrer. Les nouvelles ouvertures en longue n'arrivent pas à contrer. Qu'est-ce qu'on est venu chercher là? On est venu chercher les gens qui ont essayé de rentrer là, ici, sur cette montée, vous voyez, du funding. On commençait à les nettoyer ici. Et là, on a fait un gros nettoyage ici vers le bas. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement aller chercher plus bas? Eh ben, c'est tout simplement potentiellement, et ça il va falloir faire attention à ça, et là ça va me permettre de revenir directement sur le prix pour vous expliquer un petit peu l'histoire. Ici, quand on va arriver éventuellement en bas du range, on a des chances que beaucoup longues en se disant ah ça y est on est dans un range, parce que peut-être qu'ils l'auront compris eux à cet endroit-là. Et ça, le risque, c'est que justement, on casse le range vers le bas pour venir prendre ici leur liquidité. Donc à partir de là, tout simplement, vous prenez le bas du range. Les dynamiques de range sont très faciles à comprendre, hein, c'est-à-dire que ici vous prenez le bas du range, si j'y arrive, voilà. Vous établissez un moins 4%, voire moins 5 pour les leviers 20. Ici, on a des fortes chances, si jamais le range casse à la baisse, de se retourner, parce que là, ça va shorter fortement. Vous comprenez que ici, à l'approche de cette droite, au fait que on va potentiellement ici casser ce bottom, énormément de gens vont rentrer en short. Donc si le prix fait ça, alors là, c'est vraiment un peu avancé, hein, mais voilà, si le prix fait ça, en dessous des 5%, on aura liquidé tous les leviers qui seront rentrés ici sur le bas de range, d'accord? Donc tous les leviers en longue, mais on va avoir aussi énormément de gens à l'inverse qui, au moment où on va créer ce bottom et éventuellement latéraliser un petit peu comme ça, par exemple, vont rentrer en short comme des foufous, et puis là, on va revenir les chercher à l'inverse et on va re-rentrer dans le range. Potentiellement, voilà, moi, c'est, je pense, un bon scénario de manière à essayer un petit peu de, de prendre le maximum de liquidité pour le prix. Vous savez qu'il n'y a pas quelqu'un qui gère le prix, c'est pas quelque chose qui est totalement manipulé non plus, c'est aussi des mécaniques de marché qui sont très bien huilées, très bien faites, bien sûr après il y a des petites manipulations, des petites choses à savoir parce que c'est un marché où il y a quand même pas mal de loulous, voilà, hein, des gens qui savent et qui essayent de tirer la couverture à eux. Qu'est-ce qu'on a là? Potentielle divergence ici baissière, vous voyez que là le prix descend, alors je ne sais pas si le RSI monte là. Oui, très légèrement. Donc là, on a une divergence baissière qui s'est installée. Là, je vous rappelle qu'on est en daily, donc c'est assez fort comme signal. Vous voyez ici, descente du prix et montée ici du RSI. C'est une divergence baissière cachée, donc elle va avoir un peu moins de force qu'une divergence baissière normale. Ici, récupération un petit peu du momentum, en tout cas en daily, par les acheteurs. Mais néanmoins, vous voyez que là, on commence à corriger. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas forcément quelque chose qui va venir se créer plutôt en M ici, avec une redescente là, à cet endroit-là? Ici, Williams qui sortait de son état d'enfoncement, Williams qui montait et qui allait potentiellement, on voulait revenir le voir en état de stupidité. Ça n'a pas eu lieu, Williams se retourne, ça s'appelle un fail swing. Williams se retourne et il va potentiellement retourner dans sa cachette, là en dessous de la bande verte, et retourner dans son état d'enfoncement. Donc on n'a pas eu de Williams qui a fait un aller-retour total, qui a entièrement traversé la bande verte ici. Vous savez que c'est très bon quand Williams reste au-dessus de la bande verte. Je vais vous le montrer là sur ce niveau-là, comme ça vous allez comprendre un petit peu mieux Williams. Ici, Williams reste très longtemps en daily au-dessus de la bande verte, et vous voyez que le prix continue de monter, continue de monter, continue de monter, continue de monter. Ça s'appelle un moment où Williams est en état de stupidité. Au moment où Williams réintègre ici la bande verte, donc
exactement là, ce jour-là, vous aviez un signal de vente qui disait oula, attention, peut-être qu'on va faire un aller-retour dans l'autre sens. Il a fait un premier fail swing et il est revenu ici en état de stupidité, mais très rapidement, il s'est retourné et il est très vite redescendu en bas. Donc voilà, ici pareil, on a un Williams qui est dans un état qui est complètement de, comment dire, de stupidité, avec des fail swings qui commencent à arriver ici un petit peu. Et puis là, dernière, comment dire, ici, au moment où, mais peut-être que même on aurait eu un signal à partir de là, signal de vente où Williams sort de son état d'enfoncement. Donc voilà, sur le MACD en daily, sur le MACD, pardon, sur le VMC en daily, on voit qu'on est plutôt ici à la vente, un outflow de money, de l'argent sort donc là du projet. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer à partir de là? On avait une divergence haussière ici, premier mouvement plus fort que le deuxième mouvement, mais vous voyez qu'elle a été éradiquée littéralement par ce troisième mouvement encore plus fort. Moi, j'aime bien utiliser VMC, donc le Market Cipher, comme ça, c'est-à-dire tout simplement. Vous dessinez ici une courbe sur l'outflow, vous tapez à peu près aux 2/3 ici, et au moment où le RSI va venir très bas là, et donc où l'argent recommencera à rentrer dans le projet. Vous voyez que ça fait souvent à peu près des vagues relativement linéaires, quoi. C'est souvent voilà, des vagues toutes simples. Ici, potentiellement, donc autour là, je l'ai dessiné au 25 février, mais peut-être que ça va remonter plus vite, vous voyez. Potentiellement, peut-être qu'à la fin du mois, on aura enfin en daily quelque chose qui revient ici, où l'argent revient. Vous voyez que là, par exemple, si on avait utilisé cette technique ici, à peu près aux 2/3, on aurait vendu à peu près par ici autour du 7 ou 8 novembre, et je pense que c'était un pas trop mauvais signal pour dire que sur cette vague, on était à peu près fini. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le top en fait, hein, le moment. Bon, après, c'est facile, une fois qu'on voit effectivement le mouvement en entier, bien sûr, c'est facile de faire la météo d'hier, hein. Ça, c'est sûr que c'est relativement simple. Encore que, voilà, on pourrait se dire là ici, alors évidemment, là, on voit que le mouvement, vous voyez ici, si je trace une ligne, et désolé, c'est une vidéo un petit peu longue, mais ça vous permettra aussi un petit peu d'appréhender l'indicateur VMC que moi j'utilise souvent. Vous voyez qu'on n'arrive pas à faire des plus bas ici, donc on est vraiment là ici au maximum de ce climax de vente, on va dire. Donc potentiellement que l'argent ici va peut-être commencer à rentrer sur une nouvelle vague. Mais vous voyez que ça fait en général des jolies vagues, des jolis arcs de cercle. Là, c'est pareil, on aurait eu un point d'entrée par exemple au 3 juillet. 3 juillet, qu'est-ce que je fais là? Hop. Je vous dis juste, c'est vraiment facile de faire effectivement la vidéo d'hier, la météo d'hier. Là, on aurait eu un bon point d'entrée ici sur VMC en utilisant bien sûr le money flow et ces fameux arcs de cercle qui se dessinent très bien sur le money flow, donc les bandes rouges là ici que vous voyez. Donc là, on sait qu'on est à la fin de quelque chose. Maintenant, un dernier sell-off n'est pas du tout exclu, mais je pense pas que ça dure des semaines et des semaines. En tout cas, à ce que je vois, pas forcément. On aimerait tout simplement que les institutionnels reviennent via les ETF, via les bitcoins papier, via Grayscale, que tous les milliards des institutionnels reviennent nous donner un petit peu plus de pêche au niveau de la demande, parce que pour l'instant, la seule demande qu'il y a, c'est plus ou moins, enfin, en tout cas qu'on peut quantifier en milliards, c'est plus ou moins en fait finalement la demande d'aller liquider les marchés dérivés, d'aller liquider les leviers, d'aller chercher les options, etc. On est sur un marché où il n'y a pas de tendance spot à la hausse. Elle n'est pas non plus nécessairement forcément à la baisse, ou en tout cas cette tendance à la baisse est en train de se calmer. Vous voyez que là on avait une vraie tendance à la baisse ici. Là, c'était vraiment violent, la pente était très violente. Petit à petit, la pente s'adoucit, donc c'est de plus en plus difficile d'accumuler là du Bitcoin pour ceux qui veulent en acheter au spot. Mais néanmoins, le prix descend, donc ça leur convient très bien. Potentiellement que c'est la bourse qui va nous donner le ton de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'à partir de là, si la bourse continue à corriger en anticipant une guerre, une correction une rehausse des taux, les rate hikes de la Fed, etc., et ben potentiellement ça va pâtir à BTC, BTC va en pâtir, à l'inverse, si jamais les marchés se réveillent et récupèrent un petit peu, il est possible que BTC soit, comment dire, gagnant avec tout ça. Il y a autre chose que j'ai remarqué et sur lequel je voudrais faire un point assez fort, vraiment fort, c'est que j'ai l'impression que les gens vont sur Ethereum en ce moment, sur les rebonds. Ça, c'est pas très bon. Enfin, c'est ce qui s'est passé, moi, j'ai trouvé hier, je crois, où on avait un léger rebond
comment dire, voilà. Et vous voyez, ça enlève, alors oubliez toutes les droites, etc. À côté, voilà, on va dire, on va peut-être voilà, se mettre là-dessus. Donc, sur Ethereum, ça c'est Ethereum contre BTC. Vous voyez qu'hier, très grosse recover. En fait, il faut laisser BTC rebondir. Moi, je préférerais que BTC rebondisse tout seul dans un premier temps, parce que c'est lui qui donne le ton, c'est le leading indicator. Et j'ai peur que à chaque fois, parce qu'en fait, j'ai discuté avec quelqu'un ce week-end avant-hier, quelqu'un qui est pas du tout du monde des crypto-monnaies et tout, etc. Et qui m'a dit, ah non, mais moi, si j'investis dans Ethereum. Et j'ai dit, je l'ai laissé parler, j'ai dit, bah oui, ça m'intéresse et tout ça. Donc, pourquoi, etc. Et en fait, cette personne avait un petit peu l'impression que Ethereum à 2000 $ allait faire un 70 000 $. C'est comme cette espèce de notion, les gens ont l'impression que c'est comme si vous aviez plein de tables différentes et que Bitcoin est une table très chère parce qu'il coûte 36 000 $. J'ai pas expliqué du tout la chose, j'ai laissé vraiment la personne parler parce que ça m'intéressait de sonder un petit peu au niveau retail quel était le sentiment de quelqu'un qui n'est pas sur le marché. Et voilà, alors c'est pas exclu que Ethereum soit un jour à 70 000 $, hein, et peut-être que finalement c'était un biais que cette personne avait, un biais psychologique, mais qui va peut-être l'aider à faire des profits dans le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que on a l'impression que il y a comment expliquer, un arbitrage qui se crée, qui va sur les alts sans passer par BTC. Auparavant, c'était déjà plus vertueux parce que le retour de la demande se faisait d'abord sur BTC, faisait monter le BTC, ce qui faisait monter les alts, ce qui créait un arbitrage vers les alts. Et là, j'ai l'impression que beaucoup de demandes institutionnelles ou pas, retail et institutionnelles, qui normalement devraient aujourd'hui venir sur BTC, puisque BTC a un prix très intéressant, ne le fait pas et va directement sur les alts, alors qu'avant, on avait un petit peu des vases communicants entre chacun, et c'est intéressant de regarder aussi comment se font ces arbitrages au sein même des cryptos, puisque si les gens vont tout de suite sur les choses entre guillemets les plus risquées, etc., mais ne passent pas par le leading indicator, celui qui donne le ton à tout le monde, ça crée bien entendu des problèmes de market cap, puisque ces capitaux ne passent pas par la market cap du BTC. Donc du coup, en fait, c'est un cercle vicieux, quelque chose qui devrait être vertueux et qui en fait ne l'est pas. Donc l'arbitrage de la navigation des capitaux au sein même des altcoins Bitcoin est aussi intéressant à regarder en ce moment, je trouve. Donc quand je ferai altcoin season ou Bitcoin season, je ferai aussi comment dire, j'ajouterai à mon analyse cette notion d'arbitrage. Ici Extreme Fear, on est dans le 20, c'est un très léger Extreme Fear, mais bon voilà. Et altcoin season index, j'en profite puisque j'en parle. Du coup, ça vous rajoute un petit peu de notion graphique à ce que je raconte. Ici, on est à 41, donc on est quand même sur plutôt proche d'une Bitcoin season que d'une altcoin season. Et c'est normal puisque le BTC baisse. Rapidement, vite fait, les news. Donc là, on voit que Facebook a pas mal corrigé. C'est ça qui entraîne en fait les actions tech hier un petit peu vers le bas. Les actions tech, les 100 plus grosses actions tech, pas le Nasdaq dans son ensemble, mais là, ça parle de Meta encore, de Facebook, etc. Attention à Facebook aussi parce que c'est un petit peu la bonne narration qui avait lancé les métaverses, les NFT et tout, etc. Alors j'ai pas regardé ce qu'ils ont fait là parce que moi j'en ai pas beaucoup en ce moment. Tout ce qui est métaverse et NFT, je pense que j'ai encore pas mal de mana et quelques tokens un peu que j'avais chargés quand ils étaient pas chers, c'est-à-dire du Blackpool, donc du NFT, voilà. Mais j'ai pas énormément de choses autour de ça. Mais attention à ça parce que comment dire. Vous comprenez bien que Facebook qui était un petit peu, qui a lancé un petit peu cette mode du métaverse et du NFT et tout, etc., peut-être aussi en corrigeant fortement sur les actions tech, comment dire, détruire un petit peu la narration du fait que les NFT c'est cool. Ici, vous voyez les sensations tech qui, là, ont fait un petit sell-off et puis se reprennent un petit peu. Ça, c'est un indice. Ici, le Nasdaq qui est plus ou moins aussi en recovery, on va appeler ça comme ça, encore que quand on regarde la chart dans sa globalité, c'est plutôt un rebond en soi. Et puis SP500, je ne sais pas si j'ai déjà montré les charts de bourse ou pas, je ne me rappelle pas, qui était sorti de son canal et qui est en train d'essayer de venir le réintégrer ici, donc potentiellement un joli
un joli bear trap ici. Qu'est-ce qu'il est possible aussi d'imaginer et de faire? Vous voyez que je vous avais noté ici là le premier arrêt, et ça serait tout à fait logique et cohérent de faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire une ABC qui descend et qui retourne chercher son premier arrêt. Je pense que c'est le premier arrêt que j'avais noté là, la droite. On va quand même vérifier ensemble, histoire que je ne vous raconte pas des grosses conneries. Ouais, c'est ça, c'est le premier arrêt. Donc on pourrait très bien, et ça serait pas dangereux, faire un moins 40 depuis sur toutes les actions, les 500 plus grosses actions américaines, faire un moins 40% par rapport à la hausse globale, et ensuite on serait toujours dans une tendance haussière, hein, il n'y aurait aucun problème avec ça. On serait toujours dans une tendance haussière à partir du moment où l'on tient le premier arrêt. Alors effectivement, parler de 40%, c'est impressionnant, c'est un crash, c'est un léger crash, oui, mais ça serait pas forcément quelque chose de déconnant. Voilà, je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. Vidéo de 29 minutes, donc c'est déjà quand même pas mal. C'est beaucoup d'informations d'un coup, donc voilà. Je vous souhaite à tous une très agréable journée. Si le prix a vraiment bougé ce soir ou quoi que ce soit, comment dire, on refera peut-être une vidéo. Donc à la question qui doit être, je pense, qui va être le topic du jour, faut-il acheter du BTC? La réponse est, tout dépend un petit peu de votre profil et de votre style d'investissement. Si vous êtes plutôt dans le spéculatif et de prendre des profits très rapidement, par exemple, vous faites plus 20, admettons sur BTC, vous faites plus 20, plus 30, je vous parle pas encore d'un x2 à court terme en tout cas. Ça peut être une idée d'attendre un petit peu les rebonds, de voir ce que tout se met en place, le contexte macro, etc. Attendre une structure, en tout cas, forcément. Si vous êtes un croyant sur le fondamental du BTC, ah bah, il y en a 1 million, il m'en faut une petite part maintenant, il y en a que 21 millions, il faut absolument que j'en ai un petit peu maintenant. 36 000 est un très bon prix pour faire une première salve. Et puis ensuite, vous attendrez soit que le prix descende à 28 puis 24, soit sinon que vous achèterez sur la remontée, c'est-à-dire au moment où vous lisserez votre prix d'achat plutôt vers le haut que vers le bas. Ou alors tout simplement, vous investissez une première salve, vous attendez, vous prenez profit dessus, vous attendez une correction, vous rentrez là ici, et peut-être un petit peu plus fort sur une deuxième correction, etc. et tout. Le prix n'est pas important, ce qui est important, ce sont les variations de prix, ou alors si vous investissez à très long terme, ce qui est important, c'est le nombre de BTC que vous possédez, tout simplement. Donc le nombre de BTC, donc acheter au bon moment, et je considère ici que c'est un bon moment pour acheter. Si jamais vous avez accès à cet indicateur, vous verrez que ici, quand on est effectivement entre la droite bleue et la droite rouge, c'est toujours des bons moments pour acheter. Et quand on est sous les deux droites, ce sont des excellents moments d'achat également. Alors que tout le monde capitule, et ben vous achetez à très bas prix aux personnes qui sont en train de capituler. C'est le principe. On achète quand ça descend et on vend ou bas quand ça monte. Donc l'idée là, si on est dans un scénario de running flat, c'est potentiellement de jouer ce scénario et de lui donner le nombre de chances qu'il a d'arriver, c'est-à-dire si on prend les figures chartistes ici, lui donner une chance de 30%. Donc on pourrait dire que mettre 30% de votre capital ici, si vous avez du capital frais et que vous voulez l'investir sur BTC, mettre 30% de votre capital à la touchure de cette droite, ou en tout cas entre la zone dans laquelle on est actuellement et cette droite rose est une bonne idée. Je vous rappelle, target épaule tête épaule à 70%. Donc on donne 30% de crédit à ce scénario-là. Ici, éventuellement, vous voyez qu'entre les deux, là, ici, vous avez 7% entre ces deux box de différence de chance. Donc on pourra mettre peut-être un petit 20% ici autour des 24. Et ensuite, attendez de voir qu'une structure se réalise. Vous re-rentrerez potentiellement à 28. Admettons qu'on aille au 24. Hein. Je ne dis pas qu'on va au 24, mais si on allait au 24, du coup, ça vous ferait un prix d'achat 33, 24 et 27, ça va vous faire un prix d'achat autour de 28 000, ce qui est un excellent prix d'achat dans un contexte comme celui dans lequel on est. La grande question ici actuellement, c'est tout simplement, est-ce qu'on est dans une running flat ou est-ce qu'on est dans une running flat ou est-ce qu'on est dans une flat étendue? C'est-à-dire, est-ce que cette correction est égale à 1 pour 1 et elle s'arrête là? Ou alors, est-ce que cette correction va aller plus bas et nous donner un 161,8 par exemple, et là repartir? Grosse question du moment, bien évidemment, et je vous ai donné les pourcentages pour y répondre. Pour moi, très compliqué d'aller en dessous des 24, mais bon, on n'est pas à l'abri vraiment d'accidents énormes de marché, on va dire, et d'énormes corrections sur la totalité des marchés ici, de très mauvaise communication par exemple de la Fed, de réhausse des taux fois 7, 8 en 2022, etc. Enfin voilà,
on va dire, de crash, de mini crash boursier, voilà. Et auquel cas, bien entendu, Bitcoin pourrait aller dessous et ça serait des excellentes opportunités pour investir dedans. Donc voilà, à très long terme, Bitcoin est haussier. Si vous prenez la courbe à très long terme, Bitcoin est à la hausse et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement là-dessus, au contraire. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, activer la cloche des notifications. Et bien entendu, si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-nous en commentaire on va mettre un clip marrant, voilà, un clip de musique qui vous a fait rire, un clip de musique, donc allez sur YouTube, trouvez un clip marrant et postez-le en commentaire dans la vidéo, ça me fera très plaisir de partager avec vous ce type de moment musical. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, salut.